Doc Tips numéro 10, c'est parti. Ou alors, on a déjà enseigné des spermes âgés de 30 ans, donc le chien n'était plus là, mais on a pu avoir des cheveux de ce mâle-là. Alors après, en ce qui concerne le pitbull et tout ce qui est race apparentée, donc tout ce qui est American Staff, toute cette famille-là, elle est connue pour avoir une qualité exceptionnelle. Alors, je veux dire, c'est pas parce que moi je fais de la repro que mon but c'est d'avoir des consultations. Mon but c'est d'aider les gens qui en ont besoin ou qui le demandent. Ce qui est important de savoir, c'est que l'herpès virus est présent dans 60 à 80% des chiens âgés. Point. Ok. Voilà, chez l'adulte, ça va simplement faire des signes qu'on verra peut-être même pas. Le problème, c'est que si la femelle est négative, elle n'a jamais rencontré d'herpès, et elle le développe pendant la gestation, elle va en devenir malade et potentiellement perdre sa gestation. Donc ça peut arriver. Si maintenant elle est négative pendant la gestation, elle rencontre personne, tout se passe bien, elle n'est pas, mais que les chiots rencontrent l'herpès, ils n'ont pas eu la protection par le lait maternel parce qu'elle n'en avait pas. Et les chiots, par contre, c'est horrible. C'est une mortalité néonatale pratiquement à 100%, ce qu'on appelle des portées catastrophes, parce qu'ils vont pas tous mourir d'un coup. Ils vont mourir l'un après l'autre, ça va durer longtemps, les chiots, on voit qu'ils sont en train de souffrir. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce qui a été développé et qu'on utilise pour être sûr que la femelle développe une immunité et des anticorps, qu'elle soit présente dans le lait, dans le colostrum, quand les chiots vont prendre le premier lait. Les gens, quand ils entendent, il y a une étude qui a été faite, ça fait directement parole d'évangile. Mais pour évaluer la baisse d'agressivité d'un chien, il y a tellement de choses qui peuvent jouer que j'ai du mal à croire comme ça clairement que ok, mon chien est agressif, je fais castrer, il est plus agressif. Aujourd'hui, Junior enfile sa cape de reporter pour interviewer un vétérinaire spécialiste en reproduction canine. Des informations à ne pas rater. Les chiens, la reproduction, un breeding avec votre femelle peut avoir lieu que 1 à 2 fois par an. Mais ça, vous le saviez déjà. Par contre, connaissez-vous les techniques qui permettent de réussir parfaitement votre saillie? Entre les étapes classiques à suivre et la reproduction canine par insémination artificielle, je vais interviewer pour vous un expert en la matière. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy et vous êtes sur la chaîne Sport for My Pitbull. C'est parti. Yo! What's happening here? Guillaume, bonjour à toi. Bonjour Junior. Alors déjà, merci avant tout d'être ici, de m'avoir accordé de ton temps très précieux, parce que tu sais que tu es toujours très fort occupé. Et voilà, donc j'aurais quelques questions à te poser, je pense que des questions qui pourraient intéresser un maximum de personnes qui me suivent. Et donc je vais commencer par les questions déjà un peu classiques et honorables quand même. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques lignes et surtout nous dire un petit peu qu'est-ce qui te passionne en fait dans l'exercice, dans la voie que tu as suivie en fait, voilà, qu'est-ce que tu as. Ok. Donc je m'appelle Guillaume Domain, je suis vétérinaire spécialiste européen en reproduction canine et féline. Et j'ai également effectué un doctorat sur la congélation de semences canines. Actuellement, j'ai ouvert ma propre société, Optimize Freezing. Donc, c'est piste qui concerne la reconnaissance du chien et du chat, mais avec un attrait plus particulier sur tout ce qui est congélation, import-export de semences canines. Et je travaille aussi alors à l'Université de Gand où j'enseigne pour les étudiants. Donc l'université de Gand qui se trouve en Belgique. Oui. Et actuellement, tu travailles également à Gand? Est-ce que tu travailles Donc, je travaille à temps partiel à Gand, donc pour l'enseignement, et alors en temps partiel dans un cabinet privé en Brabant wallon, dans le sud de Bruxelles, avec une autre collègue spécialiste. Ok, parfait. Moi, je voudrais savoir déjà, après, de ton expérience, de ce que tu observes, pour quelles raisons est-ce que les gens ils font usage en fait de l'insémination artificielle plutôt que de la saillie naturelle? Ouais. Alors, il y a de multiples raisons pour ça. D'abord, il faut ne jamais oublier que quand on peut, on va vers une saillie naturelle. On ne veut jamais remplacer la saillie par des inséminations, mais dans certains cas, il le faut. Quels sont les cas? Ça peut être une femelle qui n'accepte pas le mâle, peut-être ce mâle spécifique ou tous les mâles, d'un point de vue comportement. Elle peut avoir un problème anatomique qui n'empêche pas d'avoir des cheveux, par exemple un vagin qui est étroit. Donc, il va refuser le pénis à saillie, mais pour l'insémination, tout se passe très bien. On peut avoir des mâles avec un manque de libido, donc là, on va devoir les aider, ou un manque d'expérience. Après, on a des races vraiment spécifiques, les loulous de Poméranie, par exemple. Lesquels? Les loulous de Poméranie, les petits spitz. Les mâles ont vraiment des soucis à faire une saillie naturelle. Ils vont sauter, ils ont une bonne libido, mais ils n'arrivent pas par des saillies. Donc là, on va voir les aider. D'autres raisons peuvent être une différence vraiment anatomique entre le mâle et la femelle, un mâle de plus lourd,
dès qu'il va sauter sur la femelle va se toucher. Là, on aura un problème au niveau de l'intromission. On va avoir caisé. On peut avoir des mâles avec des trous du dos. Un mâle qui commence à vieillir, qui ne veut plus sauter parce qu'il a des douleurs. Et alors, bien sûr, on a tout ce qui est l'usage de sperme réfrigéré ou congelé. Donc, on n'a pas le mâle au moment de la saillie. Ah oui, de par la distance, s'ils sont dans des pays différents, en fait. Dans des pays différents pour la distance ou simplement dans le temps. Le chien est peut-être plus vivant, il est peut-être plus fertile parce qu'il a peut-être 15 ans, il vit toujours. Ou alors, on a déjà inséminé des spermes âgés de 30 ans, mais le chien n'était plus là. Nous, on a pu avoir des chiots de ce mâle-là. Ok, mais ça veut dire que par rapport à un des traits que tu as cité, ça veut dire que au sein de la même race, dans le standard des mâles et des femelles, il peut y avoir quand même une énorme différence qui peut limiter la capacité à faire... Oui, par exemple, un exemple pourrait être le Rottweiler. Le Rottweiler, le mâle peut vraiment être très musclé, très lourd par rapport à la femelle et simplement le poids sur la femelle fait que la femelle va se coucher. Donc, c'est pas qu'elle refuse la saillie, mais c'est que c'est trop lourd pour elle de recevoir une masse à ce point. aussi importante. Ouais. Et accessoirement, est-ce que ça t'arrive parfois de recevoir des gens qui demandent à faire une insémination artificielle, mais de races différentes? Ouais. Oui, on a déjà eu. Après, là, ça reste dans est-ce que c'est autorisé ou pas dans le pays dans lequel on pratique. Donc, c'est les design breeds, les labradoodles, les pomsky. Par exemple, on va mettre le loulou premier animal dans une femelle husky. Donc, on va se retrouver avec des loulous qui ressemblent à un husky. Mais ça, c'est toutes des races qui ne sont pas reconnues par la FCI, par exemple. Mais ça arrive qu'on doit aider parce que là, d'un point de vue anatomique, clairement, le loulou est beaucoup trop petit par rapport à la husky et n'arrive pas à avoir des saillies naturelles. Et quand tu reçois des personnes qui viennent avec des races différentes, parce qu'il y a des projets que tu connais comme celui des races qui sont nouvelles et que tu cites, et parfois il peut y avoir des projets que tu connais, tu n'avais jamais entendu parler. Est-ce que toi tu restes calé sur ton métier de faire la reproduction telle qu'elle doit se faire, ou est-ce que des fois il y a un peu d'humain qui vient se mélanger à la décision d'accepter ou de ne pas accepter de faire un breeding Oui, de races bien différentes? sûr, il y a, surtout en Belgique, ça dépend encore du pays, je ne sais pas les auditeurs d'où ils viennent, quelles sont les restrictions, mais en Belgique, au niveau du brachycéphale, donc tout ce qui est chien à museau plat, il y a de grosses restrictions. Donc un mâle ou une femelle, mais surtout la femelle, mais qui ne sait pas bien respirer, donc elle est vraiment ce qu'on appelle une BOAS, elle a le syndrome brachycéphale, là je peux refuser. Je vais dire aux personnes que je n'aiderai pas à faire cette saillie parce que pour moi, on met la vie de la femelle en danger parce que mettre une femelle gestante, c'est une condition et elle va devoir porter la gestation, donc très lourd, et elle a déjà des problèmes de respiration sans être gestante. Et mon but, c'est certainement pas de rendre la vie d'un chien plus difficile ou même de mettre sa vie en danger. Voilà. Ouais. Donc les gars, vous entendez quand même que c'est important quand même de tenir compte de tout ce qui est hyper type à la mode, tous les gens qui veulent vendre des choses rares. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même un discours à entendre et que des fois c'est aussi une question de santé, que ce soit dans les articulations, la capacité à respirer. Donc ça, il faut quand même bien le retenir. Et je suis entièrement d'accord avec toi d'un point de vue santé, parce que là je parle sur la respiration, mais ici tout ce qui est articulation, il y a beaucoup de pathologies en fait qu'on induit en voulant sélectionner des hypertypes. Et je pense qu'il faudrait qu'on reste aussi sur le standard et ce qui fait qu'un chien est en bonne santé. Est-ce que si jamais il y a une grossesse qui est non désirée, on sait que les êtres humains peuvent avorter, mais est-ce que les chiens également peuvent avorter? Et est-ce que ça peut se faire de manière fluide ou alors est-ce que c'est plus risqué chez les chiens que chez les humains? Je ne sais pas, quelle est ton expérience par rapport à l'avortement? Donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Après, ça va dépendre du stade de la gestation. Parce que là, d'un point de vue éthique, je peux refuser de faire un avortement parce que la chienne est prête à mettre bas. Les chiots sont viables, pas encore viables, mais s'ils sortent, ils vont vraiment vouloir respirer et souffrir avant de mourir parce qu'ils ne sont juste pas encore prêts à vivre à l'extérieur. En sachant qu'une gestation, c'est 2 mois. Ouais. Et donc, c'est par rapport aux 2 mois que tu vas évaluer à partir de quel moment tu peux le faire et à partir de quel moment... En fonction du stade de la gestation, on a aussi le taux de réussite qui augmente. Plus on est tôt, plus on a de chances de réussir. Après, on a des produits en Europe, je sais, qui ne sont pas encore commercialisés au Canada et aux États-Unis, mais qui fonctionnent excessivement bien et qui ne mettent pas la vie de l'animal potentiellement en danger. Où on va en fait simplement aller bloquer des récepteurs spécifiques qui sont nécessaires, qui ont besoin d'une hormone pour tenir la gestation. Et donc en fait, le corps pense que l'hormone n'est plus là. Donc il va avoir perte de gestation alors que l'hormone est là. C'est juste pour la bloquer avec une injection. Ok, top. Est-ce qu'il est possible de conserver la semence d'un mâle et si oui, combien de temps est-ce qu'on peut la conserver? Alors là, maintenant, on parle vraiment du sujet qui me passe aux mains.
Ouais, vu que j'ai fait naturellement tout mon doctorat et ma boîte est à ce sujet-là. Donc oui, c'est tout à fait possible de conserver la semence d'un mâle à partir du moment où la semence est bonne en frais. Hein, même si une semence est mauvaise en frais, je dirais, ben voilà, c'est pas moi qui paye la congélation, mais les chances que ça survive bien sont faibles. Ça veut dire quoi, bon en frais que ça, c'est une... Donc, avant de congeler, on va toujours faire une analyse de sperme. Donc, en spermogramme, comme on dit, où on va avoir une qualité. La qualité, je reviens vers la personne et je dis, voilà, ça c'est la qualité en frais. Est-ce que vous souhaitez aller plus loin et congeler ou non? Moi, bien sûr, je donne mon avis, mes conseils à ce niveau-là. Si jamais c'est déjà mauvais, ça peut pas être bon après. Par contre, si c'est bon, ça peut rester très bon après, donc après la décongélation, ou ça peut être mauvais. Malheureusement, chez le chien, on a ce qu'on appelle des bons et des mauvais congeleurs, et jusqu'à présent, on ne sait pas encore prédire cela. Donc c'est important de savoir, mais vraiment, tout mon doctorat était là-dessus, et je continue à faire de la recherche. Donc peut-être que dans 15-20 ans, on aura vraiment des moyens de dire à l'avance, voilà, le sperme est bon, mais à cause de ça, il ne va pas bien congeler, ça ne vaut pas le coup de perdre votre argent pour ça. Une fois que la semence est congelée, en théorie, on peut la garder pour toujours. En théorie. Maintenant, je dis toujours aux gens, 15-20 ans, c'est bien, parce qu'on le conserve dans des... Enfin, après, encore une fois, il y a différents moyens de conservation. En Europe, on utilise beaucoup ce qu'on appelle des paillettes en plastique. Des paillettes en plastique. Oui, des petits tubes en plastique qu'on va sceller. Alors, c'est du plastique qui va rester à moins 196 degrés, donc dans de l'azote liquide en permanence. Donc ça, excuse-moi, donc moins 196, moins 196 degrés pour tous les Français qui nous suivent. Et dans ces paillettes, mais purée, c'est extrêmement vache, je suis assez étonné. Ouais. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Donc après, on va le garder jusqu'à son utilisation. Et au moment de l'utilisation, alors on va vite sortir les paillettes de l'azote, on va les décongeler rapidement. Et à ce moment-là, le sperme alors est bon et on peut l'inséminer dans la femelle. Je dis toujours 15-20 ans. Pourquoi? En théorie, ça pourrait être plus. Hein. Je vous ai dit qu'on peut, on a déjà eu des chiots d'une semence congelée il y avait 30 ans. Mais la science évolue, la manière de congeler évolue, la qualité évolue après décongélation. Mais surtout, le plastique, moi, je remarque qu'il devient un peu plus friable. Rester à moins 196, moins 196 degrés pendant 20, 25, 30 ans, il s'abîme et c'est possible au moment de la décongélation parce qu'on a un gros choc thermique. Hein, on va le plonger dans 37 degrés ou même on peut monter à 70, 70 degrés en fonction des protocoles, que la paillette explose parce que le choc est trop fort et le plastique ne tient plus. Ah, ça doit être des tristes nouvelles à annoncer. Mais en tout cas, C'est rare. c'est très rare. Et tous ces états enfin, ces processus de conservation de la semence, ça demande des frais importants. Est-ce que les frais sont les mêmes dans le monde entier ou alors c'est des très grosses différences de budget à prévoir? Ouais. Alors, d'un point de vue frais, et est-ce que c'est important? C'est toujours compliqué parce que ce qui est cher pour quelqu'un peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ce que je peux dire, parce que ça dépend des pays, la seule chose que je peux dire, c'est que ça coûte plusieurs centaines d'euros avec des différences entre les pays. Donc là, il faut se renseigner dans son pays natif pour voir combien ça coûte à ce niveau-là. Mais par contre, il y a vraiment des coûts, peu importe le pays, annuels de stockage. Ah oui, quand on stocke pendant 20 ans, 30 ans, alors évidemment chaque année... Exactement, il y a une facture de stockage. Encore une fois, ça dépend du centre de stockage. Comment est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est de manière rétrospective, prospective et alors, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a un coût de stockage? C'est parce que ce n'est pas de l'électricité. C'est de l'azote liquide qui coûte cher et qui doit être ajouté pratiquement chaque semaine dans les grosses cuves. Parce que si la semence, si on ne remplit pas la cuve d'azote, l'azote s'évapore. Hein. Ah, et donc, les paillettes décongèlent. Et donc là, on ne sait plus garder les paillettes. c'est marrant parce que tu dis les paillettes en parlant de la semence. Oui. Mais c'est un terme qui adoucit... ou alors c'est un terme qui est utilisé même dans le milieu où vous parlez de Bien paillettes. sûr, quand on parle en anglais essentiellement, mais c'est la traduction de paillettes, c'est straws. Ok. Et c'est parce que la semence est dans une paillette, et donc on parle de paillettes. Maintenant, dans les pays plus anglophones, et certains pays d'Europe de l'Est utilisent beaucoup ce qu'on appelle des pellets. Donc c'est des petits Smarties, donc c'est une autre façon de conserver la semence. Et donc c'est simplement dans un tube spécifique, avec dedans des petits Smarties, et chaque Smarties contient un certain nombre de spermatozoïdes. Voilà, après c'est la préférence du centre, s'il congèle en paillettes ou en pellet. Ok, top, merci pour l'explication. Est-ce qu'il existe différentes méthodes d'insémination ou est-ce qu'il y a qu'une seule manière de le faire? Est-ce que c'est quelque chose... C'est une question assez grosse. Oui, il y a plusieurs manières d'inséminer, mais il faut tenir compte du type de semence qu'on utilise aussi. Donc on a, d'un point de vue anatomique, est-ce qu'on insémine dans le vagin ou est-ce qu'on insémine plus loin dans l'utérus? Quand c'est une saillie naturelle, c'est dans le vagin crânial, donc vraiment plus loin. Maintenant, on remet un peu en doute
On ne sait toujours pas s'il n'y a pas une partie qui va directement dans l'utérus également pendant l'éjaculation, comme ça se passe chez les talons. Donc on peut inséminer dans le vagin, mais là ça peut être du sperme frais. Donc on le collecte, on l'insémine, ou alors réfrigéré. Donc c'est une semence qu'on vient d'envoyer qui est gardée à température dans le frigo, un 4-5 degrés, et là on peut le mettre dans le vagin. Ou alors on peut le mettre dans l'utérus. Si c'est du sperme congelé, ça doit être dans l'utérus, sinon le taux de gestation est très très faible. Si on le met dans le vagin, le sperme n'est pas assez fort que pour passer le col utérin. Ok. Et alors, pour faire dans l'utérus, comment est-ce qu'on fait? Ici, essentiellement en Belgique, on utilise la manière endoscopique. Donc, on y va avec une caméra. La caméra, on arrive près du col et on va insérer un cathéter à travers le col pour ensuite injecter la semence. Il existe aussi une manière chirurgicale. Là, dans certains pays, c'est interdit. En Belgique, ça ne l'est pas encore, mais je pense que ça va l'être tout bientôt. Mais alors, pour moi, de toute façon, d'un point de vue éthique, vu qu'on y arrive très bien et que les taux sont même plus élevés en endoscopique, pourquoi endormir et faire une chirurgie sur une chienne alors que je peux le faire debout sur une table sans sédation? Mais ça veut dire qu'on endort la chienne et à ce moment-là, on fait l'insémination pendant qu'elle est endormie. Donc, suite à une chirurgie, suite à comment on appelle l'endormissement? Suite à une anesthésie générale. Ouais. Oui, c'est une anesthésie générale parce qu'on a la chienne, on va devoir lui ouvrir, on va devoir faire une laparotomie. Une laparotomie, c'est quoi? C'est qu'on va ouvrir le ventre, comme pour une stérilisation, mais là, on va faire un tout petit trou. On va aller attraper l'utérus, et alors on va aller injecter la semence dans l'utérus avec une aiguille. Et après, il faut refermer et la femelle se réveille. Là, on peut bien sûr faire qu'une insémination parce que on l'a refermé, tandis qu'en endoscopie, souvent, quand c'est possible, bien sûr, on va faire 2 inséminations à environ 12 heures d'intervalle. Et la chienne n'a pas besoin de sédation parce qu'encore une fois, elle est sur la table et elle ne bouge pas. Donc, on peut facilement l'inséminer. Ah, il y a un truc qui m'interpelle ici. 12 heures de séparation. Et souvent, dans les saillies naturelles, on aime bien dire qu'il faut laisser passer genre 48 heures entre les deux. C'est ce que nous, on entend en tant que personne lambda. Mais est-ce qu'il y a quelque chose il y a quoi à prendre en considération par rapport à ça dans les saillies naturelles? Mais par contre, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai. En fait, il faut simplement savoir que le sperme décongelé ne survit pas aussi longtemps que du sperme frais. Donc aussi, le moment d'insémination va être très important et on va le faire même plus tard qu'en sperme frais. Donc en sperme frais, souvent, moi je vais inséminer 1 jour après l'ovulation et 3 jours après l'ovulation. Donc là, c'est 48 heures entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on dit en moyenne, un chien, la semence va survivre 48 heures. Maintenant, on a des chiens très bons, la semence peut survivre beaucoup plus. J'ai déjà une gestation sur une femelle qui n'était pas encore prête, mais la semence, je le sais, a survécu 1 semaine. Ok. C'était du sperme frais. En congé, on n'aurait jamais ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fonction du type de semence qu'on utilise, on va adapter les jours de saillie ou d'insémination. On s'entend bien que quand on parle de sperme frais, on parle d'une semence qui vient de sortir du mâle et qui rentre comme ça pour le public peut-être plus jeune, ils vont pas lier le mot frais au frigo, à la frigorie. Non, mais oui, et surtout parce que des fois, il y a un peu cette... on parle un dialogue différent et des gens pensent que le frais, c'est le réfrigéré. Ça, c'est ma façon de parler. Je ne dis pas que la mienne est l'universelle. En tout cas, en Belgique, c'est comme ça qu'on parle, quand on dit sperme frais, c'est le sperme que je viens de collecter, que j'insémine. Mais par contre, réfrigéré, il a été refroidi. Ok, c'est bien, c'est top de préciser. Est-ce qu'on peut envoyer la semence n'importe où dans le monde ou est-ce qu'il y a des limites de distance liées peut-être au temps de transport de la semence vers d'un cabinet à un autre cabinet? Ouais, alors c'est plusieurs questions en une ici. Parce que est-ce qu'on peut envoyer partout? Non, on ne peut pas envoyer partout, ça dépend du pays. Donc, par exemple, la Belgique, quels sont les pays qu'elle accepte vers lesquels elle a des lois à exporter? Par exemple, on ne peut pas exporter partout dans tous les pays africains. Ça, on ne peut pas. Maintenant, de toute façon, d'un point de vue élevage, ça se concentre essentiellement en Europe, en Amérique, que ce soit du Nord ou du Sud, en Australie et un peu en Asie également. Et là, il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, d'un point de vue distance, donc là, ça vient d'arriver, j'ai envoyé la semence de 3 mâles en Australie. Donc on est carrément de l'autre côté du globe par rapport à la Belgique. Là, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que le conteneur qu'on utilise pour l'envoi, parce que c'est un conteneur spécifique qui va garder la semence à moins 130 degrés dans de la vapeur d'azote, doit tenir, on prend un conteneur qui tient 3 semaines. Là, elle arrive en 1 semaine, mais au moins, s'il y a un peu de retard, parce que c'est stressant, les envois, ça reste stressant, tout peut arriver. Les aléas, en fait, peuvent même abîmer le projet, enfin, un avion en retard ou des choses comme ça. C'est pour ça qu'on joue un peu de manière safe. On va prendre toujours un conteneur qui tient plus longtemps. Là, j'ai envoyé de la semence à Paris, donc vraiment à côté. Vraiment à côté. J'ai pris un conteneur qui tenait 1 semaine. J'ai envoyé hier soir, il est arrivé ce matin.
Donc, Et l'Australie, c'était pour une race spécifique? Est-ce qu'il y a des races qui sont entretenues ou qui sont plus connues là-bas en termes de reproduction? non, il y a vraiment toutes les races. Maintenant, c'est beaucoup tout ce qui est envoi de sperme congelé, c'est aussi un point de vue de popularité. Et c'est beaucoup les chaînes de travail, donc que ce soit de police, de l'armée, Ouais. ou alors des chiens de beauté. Donc là, c'était très différent les trois. Enfin, il y en a deux qui étaient les mêmes. C'était un éleveur, c'était des races belges, donc des griffons bruxellois et un petit brabançon. Je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas la race, mais c'était tout petit bazar, très mignon. Et un malinois, un berger malinois, qui est un chien de police. C'est vraiment une race belge qui a réussi dans le monde entier en plus, hein. Le malinois, je pense, hein, que c'est... Et qui t'a parlé de race, vu qu'on est sur la chaîne de sport format pitbull, c'était de voir, est-ce que tu as une expérience en termes de qualité de semences chez le pitbull, de taux de réussite, est-ce que tu as des choses à dire peut-être par rapport à la race du pitbull? Comment ça fonctionne assez bien, autant dans la récupération de la semence que dans la réussite du projet? Alors après, en ce qui concerne le pitbull et tout ce qui est race apparentée, hein, donc tout ce qui est American Staff, tout ce qui est Bullies aussi, toutes ces races-là, il faut bien sûr voir est-ce que la race est autorisée, hein, dans le... Ça reste toujours la même chose, vu que je sais qu'on est une audience un peu internationale. Mais toute cette famille-là, elle est connue pour avoir une qualité exceptionnelle. Exceptionnel. Et souvent très bonne, des chiens très fertiles et qui congèlent très bien aussi. Donc pour moi, ce sont des bons candidats, beaucoup plus que des races plus rares, qui sont malheureusement connues pour avoir des troubles de la fertilité. Parce qu'on n'a pas sélectionné les chiens pour la fertilité, mais plus pour la beauté. Ok. Et on s'est retrouvé avec une population qui n'est pas la plus fertile. Et ce qui est bien aussi avec ces chiens-là, ça c'est hyper important, c'est que la quantité de paillettes qu'on peut créer par un éjaculat dépend de la quantité de semences qu'on collecte. Plus la race est grande, plus les testicules sont gros, plus moi j'obtiens de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Donc tout ce qui est petite race, c'est plus compliqué à faire congeler. Donc souvent les propriétaires, les éleveurs, sont moins volontaires. Et alors que les malinois, là j'ai eu un malinois, je l'ai collecté 2 fois en 1 heure et j'ai fait 31 paillettes, on peut inséminer 10 chiennes avec ça. Donc le propriétaire n'a pas passé beaucoup de temps en consultation et là maintenant, la semence elle a 4 ans et on passe, lui me dit où il faut envoyer et moi j'envoie. Et donc c'est une collaboration vraiment entre le vétérinaire et l'éleveur. Oh, punaise, c'est des trucs qui me viennent dans la tête. La taille des chiens, là on a parlé de la taille des chiens en termes de collecte, mais maintenant en termes de production, de fertilité, est-ce que les plus petits chiens font moins de chiots proportionnellement à des grands chiens qui font souvent plus de chiots, ou est-ce que ça n'a rien à voir à la taille du chien? Si, aussi chez la femelle, il y a une corrélation à ce niveau-là. On va jamais avoir un chihuahua avec 15 chiots. Ça, c'est pas possible. Au chihuahua, 3 chiots, peut-être 4. Tout ce qui est petit reste petite portée. Maintenant, les grands chiens, tout ce qui est par exemple Irish Wolfhound ou les dogs allemands, peuvent avoir des grosses portées, mais une autre race qui est grande, mais quand même toujours un peu moyen, c'est le dalmatien. Le dalmatien, pour une portée de 15, c'est pas anormal. C'est beaucoup, mais j'en ai beaucoup. Au moins 12, alors que c'est pas non plus la race la plus grande. Donc ça dépend aussi des races. Toi-même, tu as des chiens ou... Moi, j'ai un dalmatien, justement. Ouais, donc c'est une race que tu connais davantage, alors je suppose. Ah, mais ça c'est top, ça c'est top. Ah oui, oui. Ouais, j'ai une question un peu spéciale. Je voudrais savoir. Bon, alors moi j'ai déjà entendu, mais en bruit de couloir. Mais est-ce que il existe des produits ou des méthodes pour augmenter la production de la semence chez le mâle, ou optimiser la qualité de la semence chez le mâle? Ouais. Alors, oui, il existe des produits. Maintenant, est-ce qu'ils fonctionnent tous? Probablement pas. Parce que beaucoup, ce sont des suppléments. Donc, ce sont Ouais, c'est comme des compléments alimentaires. Ce ne sont pas des médicaments. Vous pouvez les acheter en ligne. Mais des fois, ça manque de recherche derrière pour voir si ce supplément-là a vraiment un effet positif. S'il est vraiment efficace. Voilà. Mais par contre, on connaît des composants qui sont importants pour la production de semences et pour faire une bonne semence. Donc tout ce qui est vitamine E, sélénium, zinc, tout ce qui est oméga 3 également. Et donc, quand un supplément a ces composants-là, moi, je suis plus enclin à l'utiliser chez un mâle. Maintenant, normalement, une bonne alimentation, les mâles qui ont une bonne semence ne doivent pas recevoir de supplémentation. Ça ne va pas augmenter encore plus, mais ça peut aider des chiens qui sont plus moyens. Ok, très bien. Mais top, comme ça. Alors, comment savoir quand une chienne est prête à recevoir l'insémination? Est-ce qu'il y a des tests particuliers à réaliser pour les gens qui le savent, qui ne le savent pas ou qui le savent approximativement? Enfin, Donc, quand on veut optimiser les chances de gestation ou le nombre de chiots,
pour diverses raisons. Peut-être que le mâle ne vit pas avec la femelle, il vit peut-être à 5-6 heures, on veut aller au bon moment voir le mâle. Là, il y a des tests, on fait donc un suivi de chaleur de la femelle. Et en quoi ça consiste? Donc, il y a différentes méthodes. Je ne vais pas parler de toutes les méthodes parce que ça va être très long. Je vais parler de mon expérience et moi, ce que je fais en permanence. Donc, bien sûr, une prise de sang pour le dosage de la progestérone. Ça va nous donner une indication. En fait, ce qui nous intéresse dans le suivi de chaleur, c'est quand la femelle ovule. Une fois que je sais quand elle ovule, eh ben, je sais quand l'envoyer au mâle. D'abord, on aura parlé avec l'éleveur, quel est le plan? Est-ce qu'il y aura une ou deux saillies? Est-ce que c'est de l'insémination ou pas? Où est le mâle? Parce que si j'ai 12 heures de route, bah, je sais que je dois envoyer un petit peu avant. Ok. Et donc, la prise de sang pour la progestérone, un frottis vaginal pour voir l'évolution des cellules et voir également s'il y a un développement d'une infection ou d'une inflammation dans le vagin qu'il faudrait moi traiter pour augmenter les chances de gestation. Et aussi une échographie des ovaires et de l'utérus pour voir comment évoluent les ovaires. Et alors, encore une fois, tout ensemble me permettent d'avoir une réponse. Chacun, indépendamment, me donne une indication, mais ensemble, c'est vraiment un effet synergie où ça confirme en fait mon diagnostic. Très, très bien. Et c'est vrai, la progestérone, donc c'est ce qui permet vraiment. La progestérone, en fait, elle sert à savoir. Enfin, il y a des pics c'est avec des graphiques, quoi, c'est avec des. Donc en fait, ce qui est très important, c'est que de nos jours, il y a de plus en plus de machines disponibles. Ouais. Donc quand je dois recevoir de la semence ou autre, mais que les gens me demandent conseil, il me faut 2 informations. Il me faut le nom de la machine utilisée pour doser la progestérone et quelle est l'unité. Est-ce que ce sont des nanogrammes par millilitre ou des nanomoles par litre? Parce que c'est pas la même chose. Donc il faut comparer des pommes avec des pommes. Ouais. Euh, À ce moment-là, la référence de la machine d'un vétérinaire Voilà. peut correspondre à la machine d'un autre Donc, nous, vétérinaire. on utilise une machine que j'aime beaucoup, que j'utilise, c'est la Mini Vidas. Soit c'est une des machines, mais elle dose plus haut qu'une autre. Ok. Donc, quand moi, l'ovulation tourne autour des 8 à 10 nanogrammes sur du sérum, sur le sang, sur une partie du sang, elle est plus peut-être elle est à 5-6 avec l'Imulite, qui est une machine très connue néerlandaise. Mais donc voilà, on a pratiquement le double chez moi. Donc les gens, des fois, me disent, mais Guillaume, t'es sûr que tu m'envoies pas trop tard? Et je fais, non, 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 c'est ma machine. Ma machine, elle dose comme ça. Donc ça, c'est hyper important pour savoir quand envoyer la personne pour faire la saillie. Alors, est-ce que le nombre de chiots peut être influencé en fonction qu'il y ait une saillie naturelle ou une saillie par insémination artificielle? Oui, maintenant, ça dépend du contexte. Je veux dire, si c'est un mâle, t'es très fertile, c'est une saillie naturelle, tout se passe très bien, ce sera la même chose. Que ce soit naturel ou en insémination, et même peut-être que le naturel est meilleur parce que la femelle est mieux stimulée. Je dirais peut-être pas stressée si tout se passe bien. Je veux dire, au niveau de la saillie, venir chez le véto, comme j'ai dit, elle va sur la table, elle bouge pas, mais ça reste venir chez le vétérinaire. On rentre quand même l'endoscope qui est une tige métallique. Donc voilà, c'est pas aussi stimulant pour la femelle. Maintenant, si la semence est de moins bonne qualité, et moi je le mets dans l'utérus plutôt qu'en saillie naturelle, il soit dans le vagin, on passe une étape, on passe une porte, on passe le col utérin. Et donc là, on peut avoir de meilleures chances d'avoir des cheveux. Et du nombre de cheveux dans la portée. Puisque là, la semence ne doit pas voyager jusqu'au au wagon suivant. Ouais. Vu Il y aura en- d'autres passages de sélection du sperme, on passe vraiment une très grosse partie qui est le col utérin. Ok, ok. Souvent, on me demande parce que, par exemple, alors moi, mon mâle, que les gens connaissent très bien, par exemple, j'ai parlé de Odin. Là, à l'heure où on parle, il est il vient d'avoir 8 ans. Et c'est vrai que des fois, il y a des personnes intéressées qui se demandent si l'âge du chien peut influencer l'efficacité de la saillie, en fait. Donc Odin, il a 8 ans pour l'instant. Si maintenant, toi, tu viens me dire, Guillaume, oh ouais, que penses-tu de faire la congélation? Je te dirais, c'est sûr qu'il vaut mieux faire maintenant que l'année prochaine ou dans 2-3 ans, parce que là, on commence à vieillir, il commence à vieillir, mais ce serait important de voir la qualité avant la congélation. Quand j'ai fait l'analyse et que je reviens vers toi, c'est possible que je te dise, voilà, c'est bon pour faire des saillies naturelles ou des inséminations en prêt, mais pour moi, ça vaut pas le coup de congeler. Parce que la semence diminue en qualité, c'est comme un homme qui vieillit, tout simplement. Ok, ok. Donc, il faut quand même garder ça à l'esprit au plus tard, on attend. Moi, comme les jeux de chiens qui sont encore très fertiles, mais par contre, c'est important, pourquoi pas, avant de te faire une saillie d'un chien plus âgé, de faire une analyse de sperme pour voir, ok, bon, sur papier, est-ce que ça a l'air bon? Ouais. Il y a la théorie qu'en pratique, si on fait le spermogramme que tu nous avais parlé,
je sais même si c'est spermographe ou spermogramme, mais en tout cas, via ce test-là, on pourra voir, et alors de là, on peut avoir ce chien de 12 ans qui nous sort finalement, oh, ben, la Après, tête. comme je dis toujours, ça nous donne une indication de la fertilité, ça ne nous donne pas de réponse sur la fertilité. Quelle est la différence? La qualité a l'air bonne sur les paramètres analysés. Maintenant, ce n'est pas analyser tous les paramètres. Par exemple, il y a des organelles, donc des parties du spermatozoïde qui sont importantes pour fertiliser et créer des bébés, qu'on ne va pas analyser. Donc, le sperme peut être très bon sur papier, mais vu que je n'ai pas analysé ça, si ça c'est défectueux, c'est possible que ce mâle produise des petites portées ou n'arrive pas à produire, même si sur papier, ça a l'air bon. Maintenant, il y a quand même une très grosse corrélation ici. S'il y a un problème, souvent il y a d'autres problèmes que moi j'aurais vu que les paramètres en analyse. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'on vise toujours tout sur le mâle, mais la femelle est importante aussi. L'âge de la femelle est important. Plus la femelle vieillit, plus son utérus vieillit, avec potentiellement le développement de petits kystes ci et là dans l'utérus, donc qui donne un environnement moins favorable en fait au développement embryonnaire. On dit souvent que, enfin, j'entends souvent que la femelle. Alors, il y a un truc que j'entends, c'est que il vaut mieux une femelle, par exemple, si elle fait par exemple des chiots à 6 ans ou 7 ans, il vaut mieux qu'elle en ait déjà fait à 2-3 ans, plutôt qu'une chienne qui fasse une portée pour la première fois directement à 6-7 ans. Apparemment, c'est plus risqué. Est-ce que c'est censé ou est-ce que c'est 50-50 à but de Non, proie? il y a du sens. Maintenant, si jamais des gens, souvent c'est des propriétaires, c'est pas des éleveurs. S'ils viennent avec une fille qui a 6 ans, c'est plus des propriétaires qui aiment une portée. Donc voilà, moi j'explique les risques, parce que voilà, faire de l'élevage, c'est un métier. Moi, je suis vétérinaire de repro, je suis pas éleveur parce que j'ai pas le temps. Ça peut être un hobby, mais c'est un hobby métier. Maintenant, si la femelle est plus âgée, moi j'explique tout simplement qu'on a peut-être moins de chances qu'elle soit gestante, une plus petite portée. Si jamais elle a que 1 ou 2 chiots, potentiellement on doit finir en césarienne. Donc on peut avoir des complications. Est-ce que la maman, ce chien sera une bonne maman? On ne le sait pas. Tandis que si elle a 6 ans mais qu'elle a déjà eu des chiots, je sais qu'elle était fertile, que c'était une bonne maman, les gens ont l'expérience. Donc je suis plus enclin à dire, ok, let's go. Ok, top. La saillie est faite de manière naturelle ou de manière artificielle, ou par insémination artificielle. À partir de... Donc on avait dit que la gestation durait environ 2 mois, tu pourras peut-être ajouter des détails s'il le faut. Mais à partir de combien de temps est-ce qu'on peut savoir si la chienne elle est prise, et les chiots ont commencé à grandir dans son ventre? Ouais. Donc bien sûr, quand on est éleveur, ce qu'on veut savoir, c'est le plus rapidement, est-ce que cette saillie, cette combinaison a fonctionné. Donc le plus tôt que nous on fait, on pourrait même faire un ou 2 jours avant, mais on préfère se tirer de revenir dans quelques jours pour confirmer qu'elle soit vide. Et par contre, si je vois, plus on est tôt, plus c'est facile pour moi de donner un âge à ce bébé, donc pour prédire la mise bas, quand elle va avoir lieu, et compter. Même si l'écho n'est pas fiable d'un point de vue comptage de chiots, avec l'expérience, on s'en sort très bien. Et compter. Même si l'écho n'est pas fiable d'un point de vue comptage de chiots, avec l'expérience, on s'en sort très bien, si j'en trouve. Ok. Vous, ça vous dérange qu'il y ait des personnes qui fassent certaines étapes et pas d'autres, alors que dans un cadre idéal, vous aimeriez bien avoir un suivi du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il y a des gens qui vont parfois sauter certains tests pour peut-être économiser de l'argent ou quoi? Et donc là, vous voyez ces situations. Oui, et il n'y a même pas que économiser de l'argent. S'ils n'ont pas de souci de fertilité en faisant comme ils font, continuez comme vous faites. C'est pas parce que moi je fais de la repro que mon but c'est d'avoir des consultations. Mon but c'est d'aider les gens qui en ont besoin ou qui le demandent. Maintenant, il faut juste connaître les limites. Si par exemple les gens n'ont pas fait de suivi et qu'ils appellent pour une écho, potentiellement, quand ils viennent, je vois pas de bébé et on se revoit quelques jours plus tard, il y a des bébés parce que le jour de l'écho n'était pas optimal, mais parce que j'ai pas assez d'informations pour pouvoir après donner un avis sur quand faire une écho. Ok, très bien. Et par rapport au vaccin, c'est un mot tabou, je crois que je risque même de le censurer un petit peu, mais est-ce qu'on peut vacciner une chienne pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a des vaccins à faire juste avant? Est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport au vaccin? Alors, on dit toujours, de toute façon, une chienne qui est gestante ne doit pas être vaccinée. Après maintenant, je sais qu'il y a des éleveurs ou c'est plutôt les propriétaires qui ont fait l'erreur. Et la chienne a été née pendant une gestation. Et j'ai même jamais eu de problème au niveau des chiots qui sont... Mais ça reste un risque qui a été pris parce qu'on crée une réponse immunitaire en voulant augmenter le taux d'anticorps via les vaccins. S'il y a seulement un vaccin
qu'on fait pendant la gestation, et c'est un vaccin contre l'herpès virus, qu'on peut faire autour de la première saillie. Moi, je fais souvent 5 à 7 jours après la première saillie ou insémination, et puis une semaine, 10 jours avant la mise bas. Donc ça, c'est simplement pour augmenter le taux d'anticorps contre l'herpès virus pour protéger les chiots. Et ça, c'est vraiment Est-ce que c'est dans l'idée que le mâle a pu le transmettre à la femelle, ou est-ce que c'est dans l'idée que si la femelle l'a, c'est pour éviter qu'elle le transmette au chiot? Non, alors c'est très compliqué et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce sujet. Donc je ne pourrais pas parler de tout parce qu'on peut faire une conférence d'1 heure là-dessous. Ce qui est important de savoir, c'est que l'herpès virus est présent dans 60 à 80% des chiens adultes. Point. Voilà. Chez l'adulte, ça va simplement faire des signes. On verra peut-être même pas. En Mikiku, c'est plus des signes au niveau du respiratoire. Ok. Le problème, c'est que si la femelle est négative, elle n'a jamais rencontré d'herpès et elle le développe pendant la gestation, elle va en devenir malade et potentiellement perdre sa gestation. Ça peut arriver. Okay. Si maintenant elle est négative pendant la gestation, elle rencontre personne, tout se passe bien, elle les bat, mais que les chiots rencontrent l'herpès, ils n'ont pas eu la protection par le lait maternel parce qu'elle en avait bas. Et les chiots bas-fondent, c'est horrible. C'est une mortalité néonatale pratiquement à 100%. Néonatal, ça veut dire quoi? Après la naissance, donc quand ils sont bébés. Et souvent, c'est ce qu'on appelle des portées catastrophes parce qu'ils vont pas tous pourrir dedans. Ils vont mourir l'un après l'autre, ça va durer longtemps. Les chiots, on voit qu'ils sont en train de souffrir. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce vaccin qui a été développé et qu'on utilise pour être sûr que la femelle développe une immunité et des anticorps, qu'elle soit présente dans le lait, dans le colostrum, quand les chiots vont prendre le premier lait. Les 12, quand elles sortent du chiot, 12 dans 4 heures, sont très importantes parce que c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre la protection maternelle. Ok. Eh ben, c'est de nouveau, en fait, on prend beaucoup. Les gars, on prend plein d'informations. D'ailleurs, si vous appréciez ce que vous êtes occupé à entendre, vous connaissez un petit peu la routine algorithmique. Hein. Vous likez, vous vous abonnez, parce qu'on se donne on se donne un maximum d'efforts pour essayer de récupérer un maximum de connaissances et à le partager avec vous. Mais c'est pas terminé. Il reste encore quelques questions. Ah oui, ouais. Alors, une question un petit peu plus dans l'air du temps. Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle vous aide déjà ici en 2025 du coup est-ce que vous avez connu des évolutions technologiques qui ont facilité ou amélioré le travail de reproduction, enfin de manière assistée, si jamais ces outils peuvent vous servir? Alors, d'un point de vue intelligence artificielle, je dirais que non, parce qu'on travaille avec la biologie. Donc, comme j'ai dit, il y a des taux de progestérone pour estimer l'ovulation, mais des fois, en fait, cette chaîne-là, où je vous avais dit sur ma machine, c'était 8-10, mais avec l'écho, avec le frottis, je la vois assise, et je dis, elle ovule. Donc là, maintenant, on est bon, on va faire des petits capsules. Donc, la biologie, pour moi, va être très difficilement remplacée par l'intelligence artificielle. Par contre, la technologie, là, oui. Je veux dire, quand j'analyse l'assonance, j'ai une machine spécifique, un ordinateur spécifique, et je vais mettre l'assonance à analyser, et il va suivre tous les spermatozoïdes. Il va me mesurer les têtes des spermatozoïdes pour voir si ça rentre dans le standard du chien. De la race, pas encore. Ça, c'est moi qui vais travailler là-dessus dans les années à venir, pour mettre en fait un range par race, pour voir si le chien, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas fertile ou vraiment fertile. Ouais. Peut-être en fait, il y a un paramètre qui à l'avenir, moi je pourrais dire, il y a ça qui ira normal. Je pense même qu'on peut avoir la capacité d'évaluer si un chiot serait trop gros pour sortir. Est-ce qu'on peut anticiper une césarienne? Oh, est-ce que j'en assure. Donc déjà avec l'écho, si moi je vois que 1 ou 2 chiots, potentiellement la chienne ne va même pas mettre au pas d'elle-même. C'est ce qu'on appelle le single-topic syndrome. Donc la mise bas est enclenchée par le bébé, par le stress pétal. S'il est seul, il ne stresse pas trop. Okay. Et donc en fait, il ne va pas déclencher de mise bas, mais le problème c'est qu'à un moment, le placenta ne suffit pas à son développement. Et donc le bébé va mourir in utero. Donc là, il faut absolument qu'on fasse des césariennes. On va les programmer à l'avance. Maintenant, il y a des gens qui nous disent « Guillaume, j'ai envie quand même d'essayer sans » et ça peut passer. Mais par contre, s'il n'y a pas de queue de chiot, potentiellement, ils vont être gros. Il faut plusieurs places pour grandir. Et là, on va avoir une disproportion fœto-maternelle. Et le chiot peut ne pas passer de canal pelvien, donc au niveau de la mise bas. Ça peut se voir déjà avec une radiographie. La radio peut compter les bébés. Une semaine avant, si on voit qu'il y a qu'un chiot, on peut mesurer la tête du bébé et le canal pelvien et voir qu'on va avoir un problème. C'est plus chez certaines races que d'autres. Par exemple, Chihuahua, les bébés ont vraiment des clottes secs globuleuses. Et tout ce qui est boule, que ce soit English Bulldog, French Bulldog, de moins en moins. Ils mettent de plus en plus bas naturellement par sélection. Mais les English Bulldog, les bébés passent pas.
Mais je me dis, les études de vétérinaire, finalement, c'est relativement long. De toute façon, toutes les grandes études qui amènent à... Donc, mais je me dis que... Alors, moi, allez, je suis un petit peu l'évolution de ces histoires d'intelligence artificielle. Et je me dis que des fois, si on est déjà connaisseur de sa fonction, peut-être qu'on peut mieux communiquer avec ces outils pour peut-être parfois faire rappel à ce qu'on a étudié. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses? Je pense, mais là, avec le côté enseignement que je donne, on est en train d'adapter notre façon d'enseigner, tout simplement. Je veux dire, maintenant, de nos jours, il y a différents outils. On utilise essentiellement aussi ChatGPT, qui donne beaucoup de mauvaises informations actuellement, mais qui est éduqué. Donc, je m'attends à ce que dans les mois, les années à venir, il soit de plus en plus intelligent et puisse nous aider à enseigner aux étudiants. Et surtout, si on leur demande, par exemple, de faire un travail, maintenant, on sait très bien que le travail peut pratiquement être fait entièrement par ChatGPT. Donc, c'est à nous de les stimuler différemment, de les éduquer différemment. Mais c'est ça que je pense que ce qui est intéressant, c'est justement le fait que vous connaissez votre travail. Et comme tu l'as dit là tout de suite, il y a des erreurs parfois qui peuvent sortir. Mais toi, quand tu vas lire une erreur ou dans un questionnement, tu vas le savoir parce que tu es un professionnel. Alors qu'une personne qui arrive et qui n'y connaît rien, mais qui dit juste ouais, ChatGPT, il pose sa question, lui, il ne pourra pas discerner le vrai défaut. Par contre, l'esprit critique, c'est vraiment ça, c'est l'esprit critique, c'est pas donner une critique, c'est simplement prendre du recul par rapport à l'information qu'on reçoit. Ça, pour moi, c'est pas une question d'avoir fait de grandes études, tout le monde peut l'avoir, mais c'est simplement vérifier, en fait, ces informations. On obtient des informations, j'en ai l'air intéressant, peut-être vérifier si, en regardant dans un livre de référence, il y a vraiment ça qui est écrit. Mais au moins, on a facilité le travail, on a obtenu un résumé de ChatGPT. Est-ce que tout est bon? À nous de le vérifier. Ouais, c'est ça. Avant-dernière question, la demande en matière d'insémination, est-ce qu'elle est importante? Ouais, ça peut être un peu relax subjectif, mais est-ce qu'il s'agit de quelque chose de relativement rare? Pourquoi est-ce et aussi, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'experts dans ce domaine? J'ai pas l'impression que ce soit tout le monde qui le fasse, mais peut-être que je me trompe. Alors, tout d'abord, le nombre de spécialistes, ça grossit. Je veux dire, la médecine vétérinaire a complètement changé, je veux dire, de nos jours par rapport à il y a 20 ans. Et se dire, et même moi, quand j'étais jeune, j'allais chez le vétérinaire, c'était beaucoup de vétérinaires qui faisaient un peu de tout, de généralistes, qui disent toujours, ils sont hyper importants. Mais maintenant, on va avoir un vétérinaire neurologue, on va avoir un interniste, un orthopédiste, moi, pour la reproduction, donc c'était gynécologie, andrologie, qu'on n'avait pas à l'époque. Et donc, maintenant, pour l'instant, par exemple, en Belgique, on est 5 spécialistes, donc c'est pas énorme, mais par rapport à la taille du pays, c'est beaucoup. Par rapport à d'autres pays comme la France, qui, pour l'instant, est assez limité en nombre de spécialistes. Mais voilà, dans les années à venir, ça va augmenter. Et maintenant, cette question sur la demande sur l'insémination, Et si vous recevez beaucoup de demandes pour faire inséminer des chiens, ou est-ce que ou ça reste un peu rare, mais vous êtes là pour répondre aux rares demandes? Inséminer, je pense que c'est assez stable. Ça reste assez stable. Maintenant, la façon d'inséminer est venue différente parce que des vétérinaires peuvent faire une insémination intravaginale. Les gens qui viennent chez nous, ils veulent l'insémination intra-utérine parce que nous, on le fait. Maintenant, d'un point de vue congélation, là, par contre, j'ai écrit un article qui a été publié l'an passé. Et donc, dans l'article, dans l'étude, on a montré que chaque année, dans les 10 dernières années, il y avait une augmentation de 10 à 40% du nombre de congélations et donc d'import-export qu'on fait. Donc, la manière de faire la reproduction évolue. On pense vraiment génétiquement maintenant et on utilise la semence congelée, comme on a dit, pour une question de distance ou de temps. Et on utilise, par exemple, ici, beaucoup de sperme américains. Bien sûr, les standards américains ne sont pas exactement les mêmes que les standards européens. Peut-être ça les peut voir ce qu'ils veulent mettre dans sa lignée. Tout à fait. Est-ce que vous aurez peut-être des conseils à prodiguer aux personnes, aux éleveurs, dans la période précédant les saillies, en fait? Donc avant que la femelle même peut-être tombe en chaleur ou se fasse féconder, se fasse saillir? Non, pour moi, donc, si c'est une question de saillie naturelle, là, mon conseil, c'est simplement d'avoir une chienne qui soit en bonne santé, qui ne soit pas trop grosse ni trop maigre, qui ait un cycle normal, c'est-à-dire au moins 5 mois par rapport aux chaleurs précédentes. Si maintenant il y a le moindre doute, ou si c'est par des inséminations, ce qui est important avant les chaleurs, c'est de trouver un vétérinaire qui fait de la reproduction, ou créer un vétérinaire en qui vous avez confiance. Parce que pour moi, la reproduction, c'est un peu différent des autres spécialisations vétérinaires, c'est que c'est un travail entre mon client
Parce que mon patient, c'est le chien, mon client, c'est la personne occupée, c'est le propriétaire et moi. Donc, il n'y a pas cette question de supériorité ou autre, c'est simplement on est ensemble, et vous avez besoin d'aide, moi je vais vous aider, quels sont vos plans, blablabla, et comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble pour optimiser vos chances de gestation. Ok, ok, ok. Ben, on arrive, ben, on est à la fin, on a terminé, mais est-ce qu'il n'y a pas des anecdotes dans le métier? Parce que c'est vrai que nous, on est très en mode, on veut donner de la connaissance, échanger de l'information, mais est-ce qu'il y a des trucs marrants ou des choses un peu hors du commun qui sont déjà arrivées? Je sais pas, quelque chose qui te vient à l'esprit. Oui, bah, il y a plusieurs choses, hein. La reproduction, moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que les animaux sont en bonne santé. Souvent, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes avec les éleveurs. On les connaît, ça vient des amis certains. Mais alors, une anecdote un peu particulière, mais qui reste un peu une success story. J'ai eu un appel un jour à une personne en pleurs qui me dit mon chien vient de décéder. On lui dit mais ça va du tout pour moi. Enfin, moi, je fais de la reproduction, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, mais le problème, c'est que là, ma chaîne, elle est en chaleur. Et mon plan, c'était de faire une saillie. Le mâle était jeune, il est décédé, je ne sais même plus pourquoi, mais c'était pas de vieillage, de maladie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, j'ai commencé à réfléchir et je dis, ben oui, on peut castrer votre chien post-mortem rapidement, hein. Donc, ils nous l'ont amené tout de suite, le chien est encore, je veux dire, chaud. Castré? Ouais, on a castré le chien pour collecter les testicules, en fait. Et moi, je suis allé chercher les spermatozoïdes à ce niveau-là, enfin, dans l'épididyme, hein, là où il y a le spermatozoïde. Et on l'a conservé jusqu'à ce que la femelle soit prête. Donc après, bien sûr, on a recousu le chien est parti à l'incinération pour les propriétaires. Et quand la femelle était prête, on l'a inséminé et on a eu 2 chiots. Donc le papa était décédé avant l'insémination. Mais les chiots, on a pu les récupérer, on a pu récupérer la semence dans les testicules D'un chien mort. d'un chien. Il venait de mourir, bien sûr. Si ça fait un jour qu'il est mort, il n'y a plus rien, mais là, il venait de mourir. Ouais, c'était très frais, donc je pense pas que c'est une expérience que je vivrai plusieurs fois dans ma vie. Et ça reste un peu toujours l'expérience un peu particulière qui a bien fini, donc tout le monde était content à ce niveau-là. Et dans l'essence de ton évolution et de tes recherches, est-ce que tu t'es déjà intéressé au domaine du clonage de chiens? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se rapprocher avec le temps de ton domaine, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois de loin mais que tu ne calcules pas? Je vois de loin, ça ne m'intéresse pas, enfin ça m'intéresse d'un point de vue scientifique, hein. J'ai lu les articles, ça existe. Le clonage existe. On envoie essentiellement les gens en Corée du Sud actuellement pour le faire. Parce qu'en Europe, c'est pas autorisé, tout simplement, c'est pas autorisé. Et là, je pense que ça devient plus compliqué en Corée du Sud également, mais ça coûte là, on est sur des milliers d'euros. Je veux dire, c'est des stars internationales qui font ça, hein. Pour récupérer un chien qui génétiquement est le même, mais potentiellement pas exactement le même d'un point de vue comportement, parce qu'il n'a pas grandi dans le même environnement. Ouais, Voilà. il y a l'épigénétique qui fait beaucoup en réalité. Complètement. Ouais, je crois que j'ai entendu dans des armées coréennes, en tout cas en Asie, ou je sais pas dans quel pays, mais qu'il y avait des armées qui faisaient de clonage. Mais tout n'est pas forcément. Ils ont beaucoup de secrets, donc on ne sait pas ce qui arrive, et il y a beaucoup de rumeurs, mais Tout est écrit, je veux dire, d'un point de vue scientifique. Donc moi, sur papier, je pourrais reproduire, faire cette expérience-là, enfin cette manipulation-là. Maintenant, je pense qu'il faut aussi parfois rester les pieds sur terre. Je veux dire, mon chien, je l'ai castré, je le regrette, hein, ça c'est une autre histoire. Je ne mets pas de semences congelées et je ne sais plus rien faire. Et là, la question, c'est pas mince. Bah oui, mais mince, voilà, c'est un choix que j'ai fait à un moment donné de ma vie. Et il faut que je l'accepte jusqu'à la fin. Et je veux pas avoir une deuxième fois mon chien, parce que ce sera jamais le même. J'aurais bien aimé avoir une descendance différente. purée. Et moi, il y a un truc où j'ai carrément une prise de position. C'est que c'est sur concernant le fait que castrer un chien, ça diminue l'agressivité. J'avais lu un sondage qui disait que ça pouvait diminuer potentiellement de 22%. Dans l'étude que j'ai vue. Alors déjà, moi, j'estime que 22%, ben, déjà, c'est pas beaucoup, mais surtout, ce que je me dis, c'est que les gens, quand ils entendent... il y a une étude qui a été faite, on dirait que ça fait directement parole d'évangile. Mais moi, la question que je me dis, surtout, c'est... mais pour évaluer la baisse d'agressivité d'un chien, il y a tellement de choses qui peuvent jouer que j'ai du mal à aller, voilà, aller à croire comme ça clairement que, ok, mon chien est agressif, je fais castrer, il est plus agressif. Et alors, je te demande pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais juste quelle est ta vision par rapport à ça éventuellement? Ma vision, je veux dire, il n'y a pas de vrai ou pas vrai. C'est comme c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Ça dépend du cas par cas. Par contre, il y a plusieurs études qui le montrent, comme il y en a d'autres qui montrent l'effet inverse. Donc, il faut encore une fois l'esprit critique. Moi, ce que je dis, et surtout de nos jours et les connaissances qu'on a, pour moi, un mâle n'a pas nécessairement besoin d'être castré. On peut le garder entier, tout en connaissant les pathologies qui peuvent se développer, tant d'un point de vue des testicules que de la prostate avec l'âge. Et là, on peut faire une castration s'il y a un problème qui se développe. Maintenant,
quand on a un problème de comportement chez le chien et qu'on dit toujours la castration va fixer le problème, c'est pas vrai. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui cause ce comportement? Est-ce que c'est vraiment la testostérone? Si c'est le cas, là oui, ça ira mieux parce qu'il y aura plus de testostérone. Mais si c'est pas le cas, on peut aggraver les choses. Donc moi, quand j'ai un problème comme ça, un chien, un propriétaire qui vient, je leur parle de castration chimique parce que c'est réversible. Et si le comportement ne s'améliore pas ou s'empire, on va pas castrer ce chien parce que du coup, ça ne sert à rien. Il y a plus peut-être un problème comportemental et là, il va aller voir un comportementaliste. Ok, parfait. Bah écoute, de toute façon, je t'ai posé beaucoup de questions, les gens vont avoir beaucoup d'informations. Les gars, vous allez avoir beaucoup d'informations, donc mettez votre petit like, commentez si vous avez même davantage de questions. On peut encore échanger si jamais vous doutez sur de certaines choses ou que vous voulez parler comme les gens parlent sur Internet. Exprimez-vous un petit peu en commentaire, faites vivre l'algorithme et surtout, abonnez-vous. Enzo, tu peux reprendre l'antenne, s'il te plaît? Ok, pas de souci, je suis prêt. Tu peux lancer l'antenne. Oh, merci, t'assures. 3, 2, 1. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull, car comme le dit Junior, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. Through static and silence, your words find their way. Looking for someone to hear what you say.